Nous savons que les délégués ukrainiens croyaient avoir obtenu un très bon accord pour leur pays. Ils ont célébré leur succès à obtenir des concessions de la Russie qu'ils jugeaient acceptables pour leur pays à ce moment-là. Cependant, ils ont clairement été pris au dépourvu par la décision de Zelensky de se retirer des négociations avec la Russie. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, c'est Pascal de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, je suis de nouveau accompagné par le professeur Nikolai Petro. Dr Petro est professeur de sciences politiques à l'Université de Rhode Island et il a publié un travail merveilleux intitulé « La tragédie de l'Ukraine, ce que la tragédie grecque classique peut nous enseigner sur le conflit ». Il a récemment publié un court essai intitulé « 4 mythes qui empêchent la paix en Ukraine ». Nous voulons discuter de cela et plus tard aussi des changements dans la situation militaire qui apparemment mènent à un changement dans le récit occidental sur les capacités russes. Nikolai, bienvenue à nouveau. Nikolai, welcome back. Waar slubber dating goody, everything avec vous. So, Nikolai, you wrote this essay. Alors, Nikolai, tu as écrit cet essai sur les 4 mythes. J'aimerais que nous discutions d'abord des 4 mythes, puis plus tard de pourquoi tu penses qu'ils se sont fusionnés ou comment ils sont maintenus en vie. Mais commençons par les 4 mythes. Je vais mentionner chacun d'eux, et ensuite tu pourras expliquer pourquoi ce sont des mythes. Mythe numéro 1. Si Poutine n'est pas vaincu en Ukraine, il se déploiera en Europe. Eh bien, il y a plusieurs points à soulever ici. Le premier est qu'il n'a jamais montré aucune intention de le faire. Aucune stratégie connue que les communautés de renseignement ou qui que ce soit d'autre connaît n'inclut cela. Bien sûr, un aspect très décisif est que lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, elle l'a fait avec beaucoup moins de troupes que ce qui serait nécessaire pour conquérir le pays. Ce point a été souligné par à peu près tout le monde qui a examiné la stratégie de la Russie au début de son assaut sur l'Ukraine. Cela mène à la conclusion inévitable que la Russie n'avait pas l'intention de conquérir toute l'Ukraine, encore moins d'attaquer un autre pays de l'OTAN ou de s'étendre davantage. Les critiques soutiennent souvent que des personnes comme nous affirment que la Russie n'a pas l'intention d'envahir l'Ukraine. J'ai déjà déclaré que la Russie n'envahirait pas l'Ukraine parce que cela serait trop dommageable, étant donné la relation étroite entre les deux nations. Cependant, la Russie a envahi. Cela soulève des questions sur la communauté du renseignement. Pourquoi y a-t-il tant de rapports médiatiques affirmant que la Russie est déterminée à envahir l'OTAN? Ce sujet est une fois de plus mis en évidence dans les discussions de politique étrangère d'aujourd'hui. Eh bien, il ne s'agit pas d'avoir des preuves. Il s'agit de formuler un argument qui soutient la position actuelle du gouvernement, qui préfère un conflit militaire affaiblissant l'Ukraine à un règlement négocié. Beaucoup en Occident verraient un tel règlement comme une défaite. Donc, il n'y a pas d'argument substantiel à présenter. Cependant, on pourrait arguer que la Russie avait l'intention de toutes ses actions et prévoyait de s'étendre davantage. Mais il est illogique d'argumenter sur la base de ce que quelqu'un n'a pas fait. Par exemple, pourquoi la Russie n'a-t-elle pas envahi la Turquie, attaqué l'Inde ou la Chine? Cela utilise la même logique. Oui, la Russie a attaqué l'Ukraine, mais pas en premier choix. Poutine arguerait que c'était par exaspération et en raison de l'échec de l'Occident à empêcher une expansion plus poussée, transformant l'Ukraine en un bastion de l'expansion de l'OTAN. Et après l'échec de l'Occident à promouvoir un règlement négocié au sein de l'Ukraine basé sur les accords de Minsk. C'était une combinaison de facteurs qui a mené à cette décision. Je suis d'accord avec l'avis que l'assaut initial était mal conçu, car il impliquait trop peu de troupes. Il n'était pas destiné à conquérir l'Ukraine, mais à exercer une pression
ce qui était probablement une erreur de la part de Poutine. Il n'avait pas anticipé une résistance réussie, que l'Occident soutiendrait l'Ukraine et repousserait l'avancée russe. Cependant, l'échec des accords d'Istanbul a conduit à une réévaluation de la position de la Russie. Maintenant, la Russie a des objectifs plus ambitieux en Ukraine qu'initialement parce que les circonstances de la bataille et les objectifs de la Russie en Ukraine et ses relations avec l'Occident ont fondamentalement changé. In the West, in relations with the West, has also fundamentally changed. Une question qui est quelque peu sans rapport avec les 4 mythes. Mais lorsque j'ai écouté l'interview de Poutine avec Tucker Carlson, je crois avoir entendu que Poutine accepterait encore de commencer des négociations sur la base de ce qui a été réalisé à Istanbul. C'est ainsi que j'ai interprété ces mots. Avez-vous également entendu cela? Did you also hear that? Not quite. I heard him say that Je l'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de préconditions pour les négociations. Cependant, il a également déclaré que les négociations seraient inutiles à moins que l'Ukraine n'accepte la situation actuelle comme une réalité. Cela a été mentionné à plusieurs reprises et pourrait ressembler à un ultimatum en anglais. Cependant, en le comprenant en russe, il semble qu'il signifie que les négociations ne peuvent pas être basées sur des attentes irréalistes. Il est essentiel de considérer l'équilibre actuel des forces entre la Russie et l'Ukraine. Cet équilibre a conduit à la position affaiblie de l'Ukraine sur le champ de bataille, une situation susceptible de continuer. Par conséquent, si l'Ukraine veut négocier sérieusement, elle ne peut pas commencer avec des demandes irréalistes telles que demander quand les forces se retireront. Cela ne reflète pas la situation réelle sur le terrain en Ukraine. Passant au deuxième mythe, l'invasion de l'Ukraine par la Russie n'a jamais été uniquement à propos de l'OTAN. Ce point a été réitéré à plusieurs reprises. Il ne s'agit pas seulement de l'expansion de l'OTAN à l'ouest. Cette perspective est partagée non seulement par des gens en Russie et en Ukraine, mais aussi par le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Il a déclaré que la question concerne significativement l'Ukraine. So that is simply false. Faux. Au début, il était fermement prétendu que l'OTAN n'était qu'un simple spectateur innocent. Mais ensuite, comme mentionné, même Stoltenberg a admis à 2 reprises que Poutine a attaqué l'Ukraine parce qu'il voulait arrêter l'OTAN. Cependant, l'OTAN ne s'arrête pas. Pensez-vous que le grand public finira par réaliser cela? Ces déclarations ne sont plus cachées par les médias occidentaux, mais les voyez-vous être mentionnées plus souvent maintenant? Non, je ne pense pas que cela changera l'opinion de quiconque, même s'ils entendent et comprennent. Cela est dû au fait que c'est l'un de ces faits divers qui n'influencent pas la pensée des gens. La pensée des gens est motivée par des conceptualisations plus profondes qui se situent à un niveau émotionnel. En d'autres termes, pour la grande majorité des gens, et je devrais m'inclure ici, les émotions jouent un grand rôle. En tant que bénéficiaire d'une bourse de l'OTAN et ayant grandi en Europe, j'ai toujours vu l'OTAN comme une alliance défensive et donc fondamentalement bienveillante. J'ai été élevé dans l'idée que l'OTAN ne pourrait jamais lancer d'assaut de quelque nature que ce soit. Cette croyance a persisté malgré ce que nous avons vu plus tard se produire en Yougoslavie, où l'OTAN agissant hors zone, c'est-à-dire en dehors du périmètre défensif des États de l'OTAN eux-mêmes. Cette croyance s'est totalement effondrée, mais le sentiment demeure à un niveau cognitif et émotionnel profondément enraciné. Cela est indépendant du fait que l'OTAN est une alliance défensive et ne pourrait pas possiblement faire de mal à quiconque, intentionnellement ou non intentionnellement. Well put. Myth number 3, and it goes together with this one. Bien dit. Le mythe numéro 3, qui est étroitement lié à celui-ci, est la croyance profondément enracinée que la guerre en Ukraine est une guerre de la démocratie contre l'autocratie. It is
routine to refer to Ukraine as a democracy without Il est courant de se référer à l'Ukraine comme une démocratie sans examiner de près les définitions standards de la démocratie. Ces définitions incluent des élections régulières et compétitives, la liberté des médias, la liberté d'expression religieuse et la liberté de rassemblement. Actuellement, aucune de ces libertés n'est bien défendue en Ukraine. Un argument plus sensé est que l'Ukraine est un pays sous menace externe et doit par conséquent suspendre certains droits démocratiques à contre-cœur. En Ukraine, l'argument souvent avancé est qu'ils aimeraient s'engager dans des procédures démocratiques, mais ne peuvent pas le faire en raison des circonstances. La faction nationaliste en Ukraine pousse cet argument plus loin, suggérant que les restrictions sont nécessaires non seulement pour la durée de la guerre, mais aussi pour consolider un régime nationaliste monolithique par la suite, ce qui est l'opposé de la démocratie. Les nationalistes soutenant l'effort de guerre sont ouverts à propos de cet objectif. Malgré cela, la rhétorique occidentale n'a souvent pas pour but de décrire la situation de manière précise. Au lieu de cela, elle soutient l'effort de guerre en insistant, malgré les preuves du contraire, que l'Ukraine est et doit être décrite comme une démocratie. Nous avons également vu que l'Ukraine, lors de l'offensive de Kharkov, a repris une quantité significative de territoire que la Russie avait occupé pendant quelques mois au début de l'invasion. Immédiatement après avoir repris le contrôle, l'Ukraine a commencé à punir quiconque avait collaboré avec les occupants, même si leur collaboration était aussi minime que de continuer les services de bureaux normaux dans les bureaux de la ville. Cela se passe-t-il encore? Y a-t-il encore des procès? Oui. Yes, there are about 7,000, I think, trials. Eh bien, il y a environ 7000 procès en cours et de nombreuses mises en accusation sont également en cours, avec beaucoup d'autres attendus. Tout aussi important, la législation ukrainienne, spécifiquement la loi sur la restitution des territoires temporairement occupés, qui inclut la Crimée, stipule que les citoyens ukrainiens dans ces régions seront considérés par défaut comme traîtres pour y être restés. Cependant, ils peuvent demander la restitution de leur plein droit de citoyenneté s'ils signent une déclaration demandant pardon à l'État ukrainien. S'ils échouent à signer un tel document, ils peuvent faire face à la pleine punition de la loi, y compris l'expulsion du pays. Cette expulsion concerne à peu près la moitié de la population de plus de 2 millions de personnes en Crimée parce qu'ils ont accepté la citoyenneté russe. Par conséquent, bien qu'ils puissent encore avoir la citoyenneté ukrainienne, le fait qu'ils aient accepté la citoyenneté russe, pour quelque raison que ce soit, signifie qu'ils doivent être expulsés. Nous avons donc une situation où les Russes, qui ont envahi la Crimée et l'est de l'Ukraine, ont dit que quiconque se trouve là peut rester et y vivre. Pendant ce temps, l'Ukraine dit que si elle reprend le contrôle, elle se débarrassera de nombreux individus qu'elle considère comme traîtres. Oui, la logique ici n'est pas celle d'un État démocratique ou libéral. C'est la logique d'un État nationaliste. Cela est dû au fait que lorsque vous purifiez le territoire des éléments peu fiables, vous pouvez ensuite importer des personnes fiables pour prendre leur place. Passons au mythe numéro 4 que nous avons déjà partiellement discuté. Poutine n'est pas intéressé par la négociation. D'accord. Il y a deux éléments à cet argument. Premièrement, il a toujours montré une volonté de négocier sans aucune condition préalable, sauf pour une acceptation de la réalité telle que déterminée par la situation militaire sur le terrain. La deuxième indication claire sont les négociations de Minsk et les accords subséquents d'Istanbul. Poutine se réfère souvent à ceux-ci, non pas pour suggérer de recommencer le processus, mais pour souligner à quel point les deux côtés étaient proches de parvenir à un accord. Ensuite, les dirigeants occidentaux le plus en vue étant Boris Johnson, ont convaincu Zelensky de continuer à se battre en lui promettant un soutien inconditionnel,
ce qui s'est avéré être faux. Continue fighting by promising him unconditional support, which of course turned out to be a lie. Pourquoi pensez-vous que Vladimir Poutine n'a jamais rendu ce document public? Il l'a une fois agité devant une délégation de 3 États africains lors de leur visite. Il ne cesse de dire « Nous l'avions, nous l'avions ». Nous avions même les signatures provisoires des principaux négociateurs. Même les principaux négociateurs ukrainiens ont dit « Nous étions très proches d'une conclusion ». Je comprends pourquoi l'Ukraine ne le publie pas, mais pourquoi la Russie ne le fait-elle pas? I understand why Ukraine doesn't publish it. But why does Russia not publish this? Because if it were published, Parce que si cela était publié, cela ne pourrait servir qu'un seul but, saper la possibilité de futures négociations basées sur tout ce qui a déjà été convenu. Ce processus serait mené par les opposants à la paix dans les médias, qui sont nombreux. Ils le détruiraient simplement avec 1000 réserves et coupes. Sans jamais répudier officiellement ou formellement l'idée de paix, ils s'assureraient que la perspective de paix la plus proche jamais atteinte soit coulée. Donc purement comme stratégie de négociation, moi, en tant que diplomate professionnel, je n'aurais jamais rien publié de tel. Je ne reconnaîtrai jamais la validité de ce qui a été publié, ce que je crois avoir été fait par le Wall Street Journal. Je pense que ce n'est pas le texte complet, parce que Poutine a récemment dit que le texte lui-même était un document très épais et ce que le Wall Street Journal a publié n'était qu'une poignée de pages, probablement plus comme un résumé des points principaux. Cependant, dans toute négociation, ce sont les détails qui restent le point d'achoppement. Nous savons que les délégués ukrainiens pensaient avoir obtenu une très bonne affaire pour leur pays et célébraient leur succès sur les concessions qu'ils avaient obtenues de la Russie, des concessions avec lesquelles ils pensaient que leur pays pourrait vivre. Ils ont été clairement pris au dépourvu par sa décision de Zelensky de se retirer des négociations. To withdraw from the negotiations. I really wonder how Je me demande vraiment combien d'années ou de décennies cela prendra pour que cela devienne une connaissance commune en Occident. Cela ne deviendra une connaissance commune que lorsque cela n'intéressera plus personne. Cela fait référence à la manière dont des événements dommageables et horribles se sont produits, comme après la première invasion et la destruction du processus de paix. Mais ce qui était intéressant pour moi dans l'interview de Carson, c'était que pour la première fois, j'ai compris que Poutine est définitivement un homme qui pense entièrement en termes de processus. Pour lui, tout est un processus. Tout est à long terme et significatif, pas seulement l'histoire russe, mais aussi les politiques. Que pensez-vous qu'il se passerait si ces 4 mythes étaient abandonnés et que de véritables négociations recommençaient? Comment pensez-vous que le processus pourrait se dérouler? Quels seraient les objectifs de Vladimir Poutine et du côté russe dans la situation actuelle? Eh bien, Poutine a énoncé ses objectifs maximaux pour l'Ukraine, qui incluent la neutralité. Cela signifie pas de base militaire et pas d'armement offensif de l'OTAN en Ukraine, seulement des armes défensives. Il envisage probablement une force armée limitée capable de se défendre, mais pas d'offensive stratégique contre la Russie. Cela serait spécifiquement négocié en termes de localisation et de nombre de forces, entre autres choses. De plus, il y a la reconnaissance des territoires que l'Ukraine a perdus et qui ont été absorbés par la Russie. Donc ce seraient les objectifs minimaux. Je pense que la Russie a des objectifs supplémentaires qu'ils aimeraient que l'Ukraine accepte, qui incluent des garanties spécifiques au sein de ce qu'il reste de l'Ukraine. Je vais le désigner comme l'Ukraine résiduelle, un terme qui est devenu assez courant. Dans l'Ukraine résiduelle, cela inclut les droits des minorités, spécifiquement la minorité russe. Sur ce point, il pourrait être soutenu par d'autres pays européens comme la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et la Bulgarie, qui ont des minorités significatives en Ukraine. Ce serait un résultat souhaitable pour la Russie dans les négociations. Bien sûr, l'Ukraine essaierait de résister à tout cela, mais le compromis serait essentiellement pas d'adhésion à l'OTAN
en échange d'une adhésion plus rapide à l'URMR pour l'Ukraine. C'est quelque chose que plusieurs porte-paroles de l'État russe ont déjà dit qu'ils sont prêts à accepter. En d'autres termes, ils n'ont pas de problème avec l'adhésion de l'Ukraine à l'UMR. L'UMR pourrait avoir un problème, mais encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Car quand on additionne toute l'assistance militaire et secondaire offerte à l'Ukraine, l'adhésion à l'UMR semblerait presque comme une aubaine à long terme pour l'UMR. Donc, je pense que cela ressemblerait beaucoup à ce qui a été réussi dans les accords d'Istanbul, bien que les détails devraient être élaborés en secret, puis révélés par la suite. Mais vous le voyez aussi comme moi, que la neutralité du reste de l'Ukraine est essentiellement non négociable pour que la Russie s'arrête, n'est-ce pas? Oui, la neutralité, qui encore une fois ne devrait pas être difficile à imaginer pour l'Ukraine, car c'était la position par défaut de l'Ukraine lorsqu'elle a déclaré son indépendance. Jusqu'en 2019, elle était en fait stipulée constitutionnellement. Lorsque les négociations à Istanbul étaient en cours, cela ne semblait pas être un problème pour la délégation ukrainienne. Ce qui les préoccupait davantage, c'était comment sauvegarder et garantir militairement cette neutralité au cas où la Russie tenterait de la violer. Voici où je pense que nous pourrions sous-estimer l'importance des multiples accords bilatéraux que l'Ukraine a signés avec divers pays d'Europe occidentale. Ce sont bien sûr des mesures de sécurité à long terme. Elles sont, en essence, ce à quoi l'Ukraine et la Russie ont convenu à Istanbul comme mesure de sécurité de substitution à l'adhésion à l'UMR. Donc, c'est juste intéressant pour moi de voir que ces accords bilatéraux entrent en fait en jeu. Plus il y en a, plus le gouvernement ukrainien actuel peut argumenter auprès de ses propres nationalistes que bien que nous ne soyons pas accueillis dans l'OTAN, et cela semble être la position actuelle de la direction de l'OTAN et des États-Unis, nous avons néanmoins atteint cette garantie secondaire de sécurité mutuelle. Pensez-vous que l'Occident est proche d'abandonner un cinquième mythe? Je crois que ce mythe est que les changements territoriaux sont inacceptables. Si des changements territoriaux se produisent pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, cela signifierait la fin de l'ordre international tel que nous le connaissons. Eh bien, vous parlez spécifiquement de changements territoriaux non négociés. Nous avons évidemment eu de nombreux changements territoriaux, tant en Europe que dans le monde entier, par la négociation, des référendums, des accords bilatéraux et la ratification internationale. Je pense que cette question, comme de nombreuses questions diplomatiques, peut être résolue par la terminologie. En d'autres termes, une fois qu'un type de changement territorial initié par la violence est ratifié par une procédure non violente, tout le processus est considéré comme se concluant positivement. Je crois que c'est ce qui doit finalement se produire dans ce cas.